Premièrement, la qualité, elle passe par, je vais utiliser un terme un peu fort, mais le matraquage de la satisfaction client dans ta valeur de société. Aujourd'hui, je pense que sur une partie de l'entretien qu'Étienne fait avec le spécialiste, il doit répéter à peu près 45 fois la satisfaction client. Si on n'en a pas, il n'y aura plus de clients. Bonjour, vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode du Panier, le podcast e-commerce dans lequel on décortique les recettes gagnantes des acteurs du commerce en ligne. Mon objectif est de dénicher avec vous les meilleurs conseils et retours d'expérience pour se lancer et progresser dans la vente en ligne. Acquisition, parcours client, outils, plantage, réussite, apprentissage, on abordera ici tous les sujets sans tabou. Je suis Laurent Kretz, cofondateur de Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Avec la meilleure équipe du monde en conception, créa, dev et contenu, j'accompagne des boîtes de toute taille dans leur stratégie digitale. Contactez-moi sur lepanier@cosavostra.com, sur LinkedIn ou sur notre site cosavostra.com. Bonne écoute. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du Panier et j'ai le plaisir de rencontrer Maxence Guintran qui est le fondateur et maintenant associé à Alexis Arnist et Étienne Lèbre de Trust2. Trust2, c'est de l'inspection pour l'achat de véhicules, voitures ou motos d'occasion, mais Maxence nous en dira plus dans une seconde. On s'est rencontrés de la manière suivante, c'est assez rigolo. Je cherchais moi-même à acheter un véhicule qui était assez loin de Paris et surtout un vieux véhicule et un bon copain, Philippe Filou, qui est toujours plein de bons tuyaux, m'a dit mais attends, fais pas ça au téléphone, envoie Trust2. Je lui ai dit mais c'est quoi Trust2 ? Et il m'a expliqué ce qu'était Trust2 et c'est comme ça que je suis entré en contact avec Maxence. Je les ai appelés pour ma visite et c'est Maxence qui a répondu au téléphone. On a discuté un peu de son service et le voilà aujourd'hui. Salut Maxence. Bonjour Laurent, merci beaucoup de m'accueillir dans le panier. Eh ben, très heureux de te recevoir. Dans les grandes lignes, mais tu nous en diras plus dans un instant, Trust2 envoie des spécialistes partout en France. Il y a plus de 750 spécialistes à date, 650 en France et une centaine à l'international, on en parlera. Vérifier un véhicule que vous souhaitez acheter, ça s'adresse à des particuliers et des pros. Je lui demanderai justement comment est-ce qu'il construit disons la demande, mais surtout l'offre, donc les spécialistes qu'il envoie. Donc envoie un spécialiste vérifier le véhicule, je crois qu'il y a plus de 200 points de contrôle, et ce spécialiste va vous donner un avis. Est-ce que le prix est bon ? Est-ce que le véhicule est correct ? Est-ce qu'il y a une marge de négociation ? Tu nous le diras. Donc fondé en 2019, alors que Maxence allait rentrer à l'EM Lyon en fin de parcours, puisque tu as fait une licence avant, c'est ça ? Exactement, c'est ça, à l'Université Paris-Dauphine. Donc tout jeune, fondé en parallèle de ses études, je trouve ça top. Aujourd'hui, un an plus tard, il y a plus de 2300 inspections qui ont été réalisées, près de 504 CA générés, donc volume d'affaires, hein, Exactement. Ce qui est différent que du chiffre d'affaires. C'est une belle petite aventure et je suis impatient que tu me racontes comment ça s'est passé. Bienvenue, Maxence. Merci beaucoup, Laurent. Raconte-moi un peu la genèse. Oui, tout à fait. Alors en fait, Trust2, qu'est-ce qui vous pousse à lancer ? Donc, disons, je crois que c'est en 2018 que vous avez eu l'idée, 2019 que vous êtes lancé. C'est ça. En fait, ce qui se passe, c'est qu'en fin 2018, je finis ma licence donc à Paris-Dauphine. J'apprends que je suis accepté à l'EM Lyon en programme grande école en admission sur titre. Et donc l'idée, c'est que je suis confronté à un problème, c'est que je vais déménager. Mes parents habitent en région parisienne. Je dois aller sur Lyon. Et j'ai pas de moyen de locomotion pour m'y rendre, donc mes parents proposent de m'offrir une voiture d'occasion. Là, je suis confronté à un problème comme beaucoup de gens aujourd'hui, c'est que je vais sur le Bon Coin, j'ai 5 000 € de budget, je tape Renault Mégane, donc une voiture plutôt classique, et là, si tu veux, tu as à peu près 5 000 annonces qui ressortent en Île-de-France, rien qu'en Île-de-France, avec taille, modèle, année, prix, plein de choses différentes, et là je me dis... Ouh là là, tu connais rien en mécanique, tu ne connais rien en automobile globalement. Comment tu vas faire pour t'en sortir ? Comment tu vas faire pour pas te faire arnaquer ? Parce que 5 000 €, j'avais pas envie de les perdre. Et c'est là en fait où je me suis rendu compte que il y avait pas forcément d'accompagnement proposé. Je cherchais sur internet et autres, et en fait à la fin je me suis rendu compte que pour la vraie histoire, c'est que le frère de mon ex petite copine était ingénieur automobile.
Et en fait, il passait son temps pour des amis, pour de la famille, à aller voir des véhicules, à les conseiller. Enfin voilà, c'était vraiment un peu une passion pour lui. Donc étant du métier et en plus passionné. Et donc je suis allé le voir et je lui ai proposé de m'accompagner en échange d'une rémunération. Bien évidemment, il a refusé une rémunération. Mais du coup, il m'a accompagné. Donc on est allé voir un premier véhicule ensemble. Je m'en souviens, c'était donc à Colombes. Et là, ça a duré vraiment 10 minutes. Il a regardé 2-3 points, il a regardé un numéro de châssis, il a regardé les entretiens qui avaient été faits, il a commencé à scruter le compartiment moteur et il m'a dit, écoute, là, on va pas y aller parce que tu vas avoir à peu près 1 500 € de réparation dans moins de 6 mois qui arrivent. Et c'est là que je me suis dit, ok, c'est hallucinant parce que moi, cette voiture, je la trouvais bien. Le vendeur avait l'air tout à fait honnête. Et ce qui est incroyable, c'est que même le vendeur, en fait, ne savait pas qu'il vendait une voiture avec potentiellement 1 500 € de réparation derrière. Et donc là, je me suis dit, ok, heureusement qu'il est là. Et finalement, on est allé voir un autre véhicule ensemble. Une semaine après. Et là, pour le coup, ça a duré beaucoup plus longtemps. Ça a duré à peu près 50 minutes, 1 heure. On a fait un essai routier. Il a passé plus de temps sur l'état carrosserie, sur l'état intérieur et autres. Et à la fin, il m'a dit, écoute, là, on va lui proposer une négo de 500 € parce qu'il y a des pneus à changer et parce que tu auras sûrement la petite vidange à faire dans peu de temps. Et finalement, il m'a négocié en fait 500 € sur le prix du véhicule. Donc, je m'en souviens, je l'ai eu pour 4 200 € la voiture. Elle était affichée à 4 700, 4 800. Okay. Et tu lui as donné une belle bouteille de champagne. Et exactement, on a bu l'apéro ensemble et je lui ai offert une belle bouteille de vin. C'est exactement ça. Comment était le marché à ce moment-là, du coup? Quelles sont les alternatives? Moi, je pense à des gros mastodontes type, je crois que c'est Aramis Auto ou Carnext, hein, c'est ça, mais qui font de la... En fait, contrôle de véhicules d'occasion? Non, en fait, si tu veux, ces boîtes-là, le problème, c'est qu'elles sont pas adaptées au grand public parce que la plupart des véhicules, ils sont reconditionnés, mais c'est quasi du neuf, en fait. Donc, tu arrives sur des véhicules qui sont tout de même très chers. Moi, je cherchais une Renault Mégane. Aujourd'hui, une Renault Mégane proche du neuf, ça vaut, je pense, entre 12 et 15 000 €. Donc, c'était compliqué pour moi. Je savais, enfin, les autres alternatives, à mon époque, il n'y en avait pas, en tout cas, enfin, que je connaissais. Ou moi, après, je t'avoue, je suis pas du secteur auto. Donc, justement, encore une fois, j'ai vu que pour les gens qui n'étaient pas du secteur auto, il n'y avait pas une petite lumière qui disait eh oh, je suis là pour t'aider. Donc moi, à partir de là, j'ai commencé vraiment à regarder le marché. Je me suis dit, mais attends, c'est quand même spécial le nombre d'annonces qu'il y a sur le Bon Coin, le nombre de personnes qui doivent être dans mon cas. J'ai commencé à m'intéresser aux chiffres. Je me suis rendu compte que tu avais 20 000 échanges par jour sur le marché des VO. 14 000 entre particuliers et 6 000 de... VO, c'est véhicule d'occasion. Oui, véhicule d'occasion, pardon. Et également, du coup, donc 14 000 de main à main donc sur le Bon Coin, par exemple, et 6 000... 14 000 par quoi? Par jour. 14 000 quoi? Vente? Vente par jour, exactement. Sur le Bon Coin de véhicules? Pas sur le Bon Coin, sur le marché des particuliers. Sur le marché du particulier de main à main, d'occasion. De C2C, en C2C. Comment tu as fait ton analyse marché? Alors, mon analyse marché, c'est simple. Je suis allé sur des sites comme La Centrale, des sites comme, comment ça s'appelle, Xerfi et autres. Ouais. Et je suis allé analyser les chiffres. En 2018, on a à peu près 5,6 millions de véhicules d'occasion vendus, dont du coup 30% ou 25% de garages d'occasion à particulier et le reste de particulier à particulier. Ok, hyper intéressant. Ce qui est colossal. Et juste pour te donner un exemple, aux États-Unis, c'est 150 000 par jour. 150 000 ventes, enfin achats-ventes de véhicules d'occasion par jour. C'est fat. Je suis en train de me demander, on y viendra plus tard, mais vous avez décidé d'avoir une offre. Quelle est l'offre? Quel est quel est le modèle? Je te laisse le présenter. Justement, je pense que là, ça peut être intéressant qu'on en discute parce que c'est un des pivots qu'on a effectué. Au début, quand j'ai fondé Trust2 en 2018, j'avais pour idée en fait de proposer un accompagnement personnalisé par ton consultant Trust2 qui est professionnel de l'auto, passionné, qui va s'occuper des recherches, de l'expertise, de la transaction, voilà, vraiment un package complet. Donc que ce soit pour un achat ou pour une vente. Donc c'était un peu fourre-tout, c'était un peu l'idée d'avoir son consultant personnel. Et je me suis très très vite rendu compte
que au final, l'accompagnement, donc les conseils, les recherches à la place d'un client, c'était pas possible. Pourquoi c'était pas possible? Parce que tu as deux problèmes. Le premier problème, c'est que les gens, globalement, quand tu recherches pour eux, ils sont jamais contents. C'est vraiment psychologique. C'est pas que le spécialiste recherche mal ou ne trouve pas les bons véhicules. À mon avis, il faudrait faire une étude dessus entre le spécialiste qui recherche et le client qui recherche. Il trouverait la même voiture, mais si c'est le spécialiste qui lui montre, il serait pas content. Donc, à partir de là, euh, moi, je me suis dit, quelle est en fait notre proposition de valeur pour des clients qui souhaitent acheter un véhicule. Et je me suis dit, OK, en fait, les sites comme Le Bon Coin, La Centrale, ils existent déjà. Il y a un marché, il y a une offre. Donc, les clients, il faut les laisser chercher leur bonheur tout seuls. Et par contre, il faut les accompagner pour éviter de se faire arnaquer sur ces sites-là. Donc, en fait, l'offre, elle s'est déterminée comme ça. Aujourd'hui, Trust2, c'est une solution d'inspection de véhicules d'occasion donc partout en France, dans les pays francophones limitrophes et sur une partie de l'Allemagne, pour justement les clients qui ont vu une annonce, qui sont intéressés par cette annonce et qui souhaitent qu'on aille la vérifier par un professionnel aguerri de l'automobile qui va s'occuper de tout, donc de l'expertise, de la négociation du prix et des conseils pour le client pour le futur. Ok. Je te pose la question pour la raison suivante, c'est que tu me dis, je prends le marché américain, mais 150 000 achats-ventes par jour, je sais pas, on va dire, allez, 10 000 balles en moyenne. C'est alors non, c'est aux États-Unis, c'est 24 000 $ le panier 24 moyen. 000, ok. C'est colossal. C'est où? C'est 3 milliards 5 par jour qui sont échangés. C'est incroyable. C'est colossal. Hein. J'ai du mal à y croire en vrai. Bah, Ça fait 1300 milliards? Non, c'est dingue. Alors en soi, en France, on est à peu près aux alentours de 70 milliards annuels. Donc Ouais. c'est pas déconnant, c'est 7 ou 8 fois plus. Et je te posais la question dans la mesure où je me demande si on parle de taille de marché, est-ce que ça vaut pas le coup de prendre un pourcentage de l'achat-vente, tu vois ce que je veux dire, plutôt qu'un prix fixe? Alors là encore, ça c'était une question qu'on s'était posée, mais aujourd'hui on est là pour intervenir comme tiers de confiance et pour accompagner tout type de client. Ouais. Et T'es jugé l'idée, parti si tu fais augmenter le prix. et exactement. Et puis surtout, l'idée, c'est que ça n'a aucun sens de faire payer donc quelqu'un qui a un budget de 10 000 euros beaucoup plus cher qu'un client qui a un budget de 5 000, alors que c'est exactement le même véhicule. Donc nous, on est parti du principe que le prix, ça dépend uniquement du gabarit du véhicule. Parce que en fait, sur certains véhicules, il y a plus de travail. Sur d'autres, sur du premium ou du luxe, on peut pas envoyer n'importe quel spécialiste. Donc en fait, ça dépend vraiment du gabarit et du modèle du véhicule. Ok, intéressant. Donc tu réalises qu'il y a un besoin, qu'il y a un marché. Est-ce que tu en parles un peu autour de toi? Est-ce que là, tu as fait une analyse du marché sur la partie achat-vente, mais Oui. sur le besoin? Alors en fait, j'en ai beaucoup parlé autour de moi et c'est assez drôle parce que tous les retours de mes proches, c'était oh j'y crois pas trop à ton truc, confier l'achat d'un véhicule, oh c'est chelou ton truc, oh non mes propres parents, hein, ouais j'y crois pas trop alors que les deux sont entrepreneurs hein, et mon père vraiment qui m'a dit non moi l'automobile ça me branche pas trop. J'y crois pas. Bon après si ça te permet de travailler, d'apprendre des choses, fais-le, mais j'y crois pas trop. Et par contre, donc ça c'était le côté donc famille. Et par contre, quand j'ai commencé à en parler un peu à des amis d'amis, où j'ai fait des petits sondages sur Facebook et autres, je me suis rendu compte qu'en fait c'était pas si débile cette idée. Et j'ai senti une appétence pour justement un accompagnement pour éviter les arnaques. Okay. Et de l'autre côté, donc du côté de l'offre au niveau des spécialistes, c'est très simple. En fait, j'ai pris donc un petit calepin et je me suis fait passer pour un étudiant en marketing qui réalisait un sondage et je suis allé dans des garages. Je demandais si je pouvais parler aux mécaniciens pour prendre des infos, pour savoir parce qu'on réalisait une étude de marché pour une entreprise. Parfois je me faisais jeter dehors et parfois ils acceptaient. Et à la fin, en fait, de chaque entretien, je demandais aux mécaniciens, aux carrossiers, aux contrôleurs techniques, est-ce que vous avez déjà accompagné des gens pour acheter une voiture?
Et là, toujours la même réponse. Oh là là, bah oui, on m'appelle tous les jours, ma famille, mes cousins, ma femme, enfin voilà, tout le monde en fait. Et je me suis rendu compte que cette économie, elle existait déjà, mais qu'elle avait jamais été commercialisée entre guillemets. Ouais, processisé, standardisé, Exactement. uniformisé. Ok. Il y a d'autres acteurs en France? Alors, alors, il y a eu en fait Mon Spécialiste Auto qui ont essayé de lancer donc le même business aux alentours de 2015-2016, il me semble. Et en fait, ça n'a jamais pris apparemment sur le particulier et ils sont diversifiés en B2B, ce que je trouve très intelligent aussi parce que du coup, il y a un gros marché qui est totalement différent, mais ça a l'air de marcher pour eux, donc c'est très bien. Et ensuite, bah là, depuis que Trust2 commence un peu à bien marcher, il y a pas mal de petits concurrents qui commencent à se lancer et à imiter les process. Alors, comment s'appelait cet acteur dont tu me parlais? Mon spécialiste auto. Ok. Et vous avez un peu analysé les raisons pour lesquelles ça marche pas, ça n'a pas marché, ou ça n'a pas pris comme ça aurait pu? Je pense qu'il y a plusieurs raisons. La première, c'est un timing. Je pense que c'était pas assez tôt, enfin c'était trop tôt, pardon, pour eux au niveau du marché. La maturité sur la confiance, sur ce genre de plateforme, c'était peut-être un poil tôt. Ensuite, je pense qu'il y a il y a une question d'image de marque. Aujourd'hui, moi, comme je suis client de mon propre service, j'ai su, je pense, essayer de développer la meilleure marque possible pour attirer psychologiquement les clients et, et en fait, qui nous fassent confiance tout simplement. Je pense que eux sont plutôt du secteur auto et que c'est quand tu viens du secteur auto, c'est plus compliqué de dégager cette image. Ok, ok. Comment est-ce que tu fais ton lancement du coup? C'est quoi les premières étapes que tu suis? Alors les premières étapes, c'est j'avais un petit pécule financier de mon grand-père qui était entrepreneur et qui avait légué à ses petits-enfants de, de, de l'héritage pour soit monter un projet, soit de l'immobilier ou autre. Moi, je suis allé voir mes... Non, attends, non, juste restons là-dessus, c'est cool. Comment ça s'est passé en pratique? Il vous a dit, je vous laisse un peu d'argent, mais ce n'est que pour entreprendre Ex- ou investir dans l'IMO. Exactement. En fait, c'était de l'argent qu'il avait mis de côté, donc j'ai pas honte d'en parler, hein. C'était 40 000 euros à quatre de ses petits-enfants. Et Ouais. il avait dit à nos parents, je veux bien qu'ils les utilisent, mais uniquement pour un projet immobilier ou pour un projet d'entreprise. Donc tes vacances ou ta caisse ou ta petite ou ton scooter, Non, non quoi. c'était pas pour ça. Mes parents m'ont toujours interdit, même quand je les avais un peu suppliés pour acheter un scooter quand j'avais 15 ans, etc. Je savais que on avait un petit pécule et ils m'ont toujours dit non, non, enfin, on respectera le choix de ton grand-père qui est soit tu achètes un appart, soit tu montes un projet. Je trouve ça hyper intéressant. J'espère pouvoir faire la même chose pour mes enfants. Ah, je me pose la J'espère question, aussi est-ce un qu'il jour. faut faire la même chose en même temps? Parce que ça pousse à l'entrepreneuriat. Alors l'entrepreneuriat, tout le monde n'en a pas forcément l'envie, les épaules, C'est vrai, l'ADN. après, pas forcément, parce que tu vois, un projet immobilier, ça aurait été tout aussi bien, mais mes deux cousins qui ont reçu la même chose et ma petite sœur vont plutôt s'orienter vers un projet immobilier. Donc les deux cousins l'ont déjà fait et c'est aussi très sympa. Après, Mhm. voilà, l'idée c'était de pas cramer ça pour quelque chose qui ne prend pas de valeur en fait. Pour lui, c'était quelque chose pour aider ses petits enfants et les lancer dans la vie. Donc après, on a eu beaucoup de chance forcément parce que tout le monde n'a pas cette chance. Mais je comprends son idée de pas vouloir donner de l'argent pour que ça parte dans des habits ou dans des Ouais, ouais. voitures ou dans des voilà. Je trouve ça très cool en tout cas. Avant de te demander pardon comment tu t'es lancé, tu m'as décrit le marché B2C avec un KPI qui était intéressant. Hein. C'est 20 000, 20 Échange 000 échange par jour entre parties. échanges par jour entre particuliers sur de l'achat-vente de véhicules d'occasion. Le marché des pros, c'est quoi le marché des pros d'ailleurs? Alors le marché Qui achète et vend des voitures d'occasion chez les pros? oui, le marché des pros, c'est plus compliqué que ça. C'est plutôt sur tout ce qui est donc location, reprise, buyback, tout ce qui est les loueurs en fait qui louent des véhicules en leasing. Et bah derrière, tu as besoin de personnes pour inspecter les parcs en retour de véhicules, pour estimer les réparations et autres. Et c'est ça en fait le marché pro surtout. C'est pas une question d'achat-vente de véhicules, c'est surtout au niveau du leasing, au niveau L'expertise, quoi. exactement, c'est ça. Ok. Et c'est pas un marché qui est déjà organisé? Alors, c'est un marché qui est organisé, mais avec des acteurs qui sont là depuis de longues dates, comme des Decra ou des Macadam.
mais je pense que un petit coup d'innovation dans la boucle ne fait de mal à personne. Et en fait, ça fait bouger les lignes et on se rend compte que des boîtes comme Mon Spécialiste Auto, peut-être Trust2 un jour, si on se développe plus, peuvent faire bouger les lignes et permettre des inspections plus efficaces, de meilleure qualité et de satisfaire les constructeurs ou les loueurs. Ok, super. Sur cette première phase, avant de se lancer, est-ce que tu as appris des choses? Est-ce que tu peux nous partager Alors, j'ai appris, un insight? oui, j'ai appris plusieurs Comment tu choses. aurais pu être meilleur, tu vois? Pardon, c'est la question que je te pose. Excuse-moi. Oui, alors comment j'aurais pu être meilleur? Je pense que beaucoup te l'ont dit, mais c'est de tester, de beaucoup plus tester avant de se lancer ou d'investir. Moi, j'ai fait l'erreur qui aujourd'hui est une chance, mais c'est vraiment un coup de bol, donc je le recommande pas forcément d'investir directement dans la création d'une plateforme, alors que j'avais pas du tout testé, j'avais pas testé le marché sur une landing page ou sur un Excel, parce qu'en soi, j'avais des contacts de spécialistes que j'étais allé démarcher. J'aurais pu très bien faire des petites ads et tester un peu sur un Excel, tu vois, sans dépenser 30 000 euros dans une plateforme. Or, moi, j'ai fait le pari de directement développer le produit alors que j'avais jamais eu de clients. Et ça, c'est vraiment la grosse erreur que j'ai faite. Aujourd'hui, je m'en rends compte. Moi, je conseillerais surtout de tester son marché, de tester ses premiers clients, donc d'effectuer peu importe ce que tu vends, que ce soit un produit ou un service, de prendre des retours utilisateurs avant de créer ton produit définitif. Ça, c'est hyper important. Très intéressant. Je fais un petit parallèle, j'en ai déjà parlé, je pense, sur le podcast. Et chers auditeurs, si vous écoutez Génération de Lead Yourself, vous le savez, mais on a créé, cofondé une boîte qui s'appelle Ocus, qui est une plateforme qui met en relation des photographes avec des gens qui ont besoin de photographie professionnelle, qui est un gros acteur du marché. Il y a deux gros acteurs qui se partagent le marché, Miro et Ocus. Et je rebondis sur ce que tu viens de dire parce que nous, je pense qu'on a fait le premier appel d'offres et qui était en valo à peut-être 2 millions, 2 millions en volume d'affaires, tu vois, sur un gros acteur de l'IMO. De mémoire, c'était Foncia, si je dis pas de bêtises. Ok. Je crois qu'à l'époque, on était sur un... Non, c'était pas Foncia, je sais plus. Mais je crois qu'à l'époque, on était sur un Excel, tu vois. On avait dans un Excel des photographes et on était en mode fake it until you make it. C'est ça. Ça jusqu'au bout. Ça, honnêtement, je trouve que c'est génial et j'aurais dû faire comme ça. Et si jamais je recrée une boîte plus tard, je commencerai comme ça parce que déjà, tu as beaucoup moins de pression d'un point de vue financier au-dessus de ta tête. Parce que moi, quand même, du haut de mes 23 ans, j'ai lancé Trust2, j'ai signé un devis à 30 000 balles alors que j'avais 40 000. Et là, tu te dis, mais si ça marche pas, qu'est-ce que je fais? Aïe, aïe, aïe. Voilà. Tu m'aurais dit ça il y a 2 ans, je t'aurais dit non, fais un Excel et surtout dépense tout ton argent sur de la création de Exactement. l'offre et la demande. Eh bien, super, on y vient. 2 ans plus tard, non, 1 an et demi plus tard, on va dire, 2300 inspections faites, près de 504 CA de volume d'affaires généré. Vous êtes 7 dans l'équipe, une petite dizaine, c'est bien. Il y a 750 spécialistes en France et en Europe. 750 spécialistes pour 2300 inspections, ça fait 3-4 inspections en moyenne par spécialiste, mais j'imagine qu'il y en a qui en font beaucoup plus et qui tirent le panier vers le haut. Exactement. Raconte-moi, commençons par les spécialistes. Comment est-ce que tu fais pour les recruter? Oui, alors je dis recruter, pardon, mais recruter au sens marketing. Ce ne sont évidemment pas des employés. Oui, bien sûr. J'ai l'acquisition des spécialistes. Donc moi, je vais être assez bref sur ce point-là parce que c'est une de nos forces et on a quelques secrets. Donc je veux pas forcément en parler énormément ici. Pas de problème. L'idée, c'est que c'est des différents canaux d'acquisition payants, que ce soit du Facebook Ads, du Google Ads, du LinkedIn, plein de canaux dans ce genre-là. Et après, tu as tout l'effet bouche à oreille. Donc dernièrement, on a eu un passage dans Capital et on a eu plus de 3500 candidatures en un jour. Génial. Tu les testes comment? Alors, c'est Étienne qui s'occupe de ça, donc notre directeur des opérations. Lui s'occupe... Étienne Lèbre. Étienne Lèbre, exactement. Et qui, lui, est ingénieur automobile ou c'est Alexis? Lui, il est ingénieur automobile et en plus de ça, il a un double diplôme avec l'EM Lyon. On s'est rencontrés là-bas sur de l'entrepreneuriat et du management. Donc, c'est vraiment le profil idéal. Lui s'occupe de tout ce qui est recrutement, formation, standardisation des process. Recrutement, 2 entretiens. Un entretien sur toute la partie technique, mécanique, mais également un entretien sur toute la partie commerciale, négociation, connaissance du marché et surtout, je dirais intelligence émotionnelle. Ça, c'est notre petit plus.
où voilà, on prend des gens avec qui ça fit sur l'intelligence émotionnelle et sur le relationnel plus globalement. Ok. Est-ce que tu as comment tu as mappé ton recrutement sur la France? Alors en fait, c'est simple. Nous, on a planché pour un recrutement national dès le début. Je me suis rendu compte que l'acquisition, elle n'était pas très chère de recruter partout. Et je me suis dit, autant faire un vivier, même si on n'utilise pas tout le monde, autant parler du concept déjà pour voir si on peut avoir des gens un peu partout. Et ensuite, on verra pour les clients. Je pense que ça nous a plutôt bien réussi, ça, parce qu'aujourd'hui, comme tu le disais, on a 750 spécialistes en France, donc partout, sachant que bien sûr, il y en a dans ces 750 qui n'ont jamais fait une mission, parce que soit c'est des gens qui n'ont pas forcément beaucoup de temps, ou c'est des gens qui sont dispo que le week-end, et dans ce cas-là, parfois ça ne fit pas avec les besoins du client. Mais l'idée, c'était voilà, vraiment d'avoir un maillage national, et là d'ailleurs européen, parce qu'on est présent également donc en Belgique. On a une soixantaine de spécialistes en Belgique. Au Luxembourg et en Suisse, on en a une vingtaine. Et également sur une partie de l'Allemagne et des Pays-Bas, où on travaille avec des spécialistes internationaux. Enfin, je veux dire, qui parlent pas français. Alors, juste une parenthèse, ça me permet moi d'aller acheter un véhicule en Allemagne, moi français, ou ça permet à des Allemands d'acheter des véhicules en Non, Allemagne? oui, c'est une très bonne question. Ça permet à des francophones d'acheter en Allemagne. C'est-à-dire que tu sois belge, francophone, français, luxembourgeois ou suisse, ou même d'ailleurs allemand, mais si tu habites, enfin français, mais si tu habites en Allemagne. Mais là, pour l'instant, le service, il est réservé uniquement aux francophones. Moi qui suis frontalier, je suis de Strasbourg. C'était une vieille légende, mais en gros, si tu veux une Porsche, une Audi ou une BM, faut aller l'acheter en Allemagne, elle sera moins chère. En revanche, il y avait à l'époque du trafic de compteurs kilométriques, donc tu avais des super offres, mais Alors, effectivement, c'était loin. J'imagine que... Vas-y, pardon, tu allais non, rebondir. mais parce que oui, ça c'est vrai que c'est une légende, et tous les gens pensent que acheter en Allemagne, c'est l'Eldorado de la voiture et autres. Il faut faire très attention. Moi, je déconseillerais à toute personne inexpérimentée d'aller acheter en Allemagne, parce que en fait, en Allemagne, tu as plein de problèmes, comme tu l'as bien évoqué, les compteurs kilométriques trafiqués, mais également tout ce qui est des véhicules accidentés puis maquillés qui viennent d'autres pays comme les pays de l'Est. Et forcément, tu peux être Finissent en Allemagne et achetés par et- des Français ou des... exactement, C'est exactement. marrant, ça, c'est vrai. Et du coup, restons là-dessus, c'est intéressant. Est-ce que tu vois des travers en France? En France, il y en a également. Donc déjà, nous, on a un petit guide sur les arnaques, et une des 6 arnaques courantes, c'est tous les véhicules qui sont importés d'Allemagne ou de Belgique en France. Tu as à peu près 70% de chances de te faire avoir, parce que c'est des compteurs qui ont été trafiqués ou des véhicules qui ont été accidentés. Et dans ce cas-là, tu as beaucoup de chances de te faire avoir. Ok, ok, intéressant. Euh, donc recrutement, entretien et intelligence de situation, intelligence C'est ça, exactement. émotionnelle. Euh, Est-ce que ensuite tu les entretiens? Il y a une classe, il y a une académie Trust2, comment ça se passe? Oui, l'idée c'est qu'en fait, nous, on est au plus proche d'eux, que ce soit pour déjà de répondre à toutes leurs interrogations, que ce soit juridique, que ce soit professionnel, technique. Donc, on a des formations en ligne, on a un site de formation en ligne avec des vidéos où Étienne justement a passé énormément, énormément de temps à se filmer, à s'enregistrer pour montrer les points de contrôle, comment remplir le rapport, comment effectuer une bonne négociation, même si c'est des gens qui en sont déjà capables, mais en fait, on voulait qu'ils le fassent à la manière Trust2. Et pour faire ça, il faut forcément former les gens. Et c'est là où on a été, je pense, assez bon euh, pour les former et les suivre. Donc, on a des points réguliers avec tous nos référents hebdomadaires ou mensuels. Et là, par exemple, c'est bien que tu en parles, on va faire ce qu'on appelle le Trust Tour bientôt. On va prendre un van avec l'équipe du siège, et on va faire un tour de France pour aller rencontrer tous nos référents, leur donner leur veste d'été, discuter avec eux, faire des vidéos, voilà. Leur donner leur veste d'été. Donc C'est vous ça. avez, il y a un équipement, Ok, c'est C'est intéressant. ça, on essaye en fait de leur, ils adorent la marque, ils veulent la porter, et souvent c'est eux qui nous disent ah je voudrais bien une veste, des cartes de visite, etc. Et du coup nous on répond à leur demande, et vu qu'ils voilà ils aiment la marque, nous on est là pour aussi les récompenser, et leur permettre de représenter la marque au mieux. Il y a un groupe, vous communiquez avec eux d'une manière? Tout à fait, on a un groupe Facebook privé avec tous nos spécialistes, et également
au quotidien, ils ont tous la ligne d'Étienne, ma ligne perso également. Voilà, on est assez proche d'eux. Ok, intéressant. C'est quoi le record? Le record, c'est-à-dire? Le record d'inspection? Par un spécialiste? Ouais. Alors là, tu me poses une colle, mais je pense qu'on est à 150. 150 inspections par spécialiste pour un spécialiste. Pour juste un spécialiste qui fait maintenant presque plus que ça. Parce qu'en fait, il avait son entreprise à domicile de mécanique et il s'est rendu compte que ça matchait bien avec nous. Il est super sympa, il est super bon, les clients l'adorent. Donc voilà, pourquoi T'as pas. un risque de requalification, non? Alors, le risque de requalification, il est possible si jamais tu imposes en fait des missions à ce spécialiste et tu mets de la subordination. Aujourd'hui, nous, c'est lui qui vient nous demander les missions en fait. Donc c'est pas. Ok, pardon, continue. Donc, alors, on a vu ça avec des avocats justement parce que c'était assez intéressant et en fait, on a mis en place des contrats commerciaux, c'est-à-dire que avec certains qui veulent faire ça beaucoup plus. On a mis en place un contrat qui permet en fait d'être spécialiste référent, d'avoir les missions en priorité, mais en contrepartie, il faut respecter certaines règles pour les process Trust2. Mais par contre, tu es toujours indépendant, c'est-à-dire qu'on n'a pas de planning partagé ou autre, c'est toujours nous qui lui proposons la mission. Et comme en fait, nous, on n'est pas sur de la récurrence, c'est-à-dire avec les mêmes clients, ça passe. Chers auditeurs, je rebondis sur plusieurs points là. Le premier, c'est que c'est un sujet qui est hyper intéressant qu'on a abordé avec Mélène Rabault, la DG, la CEO de Just Eat en France, le sujet de la gig économie, l'économie des petits boulots. Et d'ailleurs, Just Eat a fait un truc qui est assez couillu. J'utilise le terme, pardon, mais c'est de passer en CDI tous les livreurs. Alors ils sont à 1200 sur les 4500 qui est l'objectif, je crois, passer en CDI en France. C'est vraiment intéressant. Le deuxième sujet, je rebondis, c'est sur toujours cette expérience avec Ocus et WeFlash qui est maintenant dirigée par deux mecs assez incroyables, dont Thibault Lémonier. On avait à la base l'idée que c'était de faire du yield management, en gros de combler les trous pour les photographes qui entre deux, disons en période de creux, pourraient aller faire des shootings. C'était pas payé grand chose, mais l'idée c'était d'avoir un maillage. Je crois qu'on était à 2500 ou 3000 photographes très rapidement sur toute la France. L'idée c'est de faire un shooting à moins d'un quart d'heure de chez toi, d'un appartement, et que ça te rapporte une 50aine d'euros environ, je crois. Alors il y a eu une levée de bouclier au début mais on est des artistes, mais ça correspond pas à nos valeurs, machin. Et c'était pas, tu vois, nous on n'imposait rien. Il y avait vraiment cette idée de comble un trou. T'as 2 heures de trou dans un emploi du temps ou une journée, tu vois, et tu peux en faire 3-4. Tu vas te faire 200 balles, c'est cool. Et en fait, c'est exactement ce qui s'est passé. Et alors, je rebondis aussi sur ton inspecteur qui a fait, son spécialiste, ton expert qui a fait 150 inspections. Il y en a aujourd'hui qui ne font presque que ça, et au final sont très heureux, tu vois. En fait, si tu veux, l'idée c'est que moi je pars du principe que c'est vrai qu'il faut rien imposer. On voit des modèles à la Uber ou autre où en fait c'est de la récurrence et c'est en fait t'es totalement dépendant. Nous entre guillemets, on a été clair dans les contrats commerciaux, c'est-à-dire que par rapport au développement économique, si on a des clients, on t'en apporte de manière privilégiée à toi parce que tu as signé un contrat commercial, mais c'est sa société qui a signé avec nous. C'est pas même pas une auto-entreprise lui en fait. Lui il est en, je sais plus, il est en EIRL ou EURL. Et en fait l'idée c'est que lui est très content parce que c'est lui qui choisit quand il veut faire des missions. S'il m'appelle et qu'il me dit écoute là je suis pas dispo pendant 10 jours, je vais lui dire pas de souci, il y a pas de problème. C'est lui qui choisit, c'est lui qui veut en faire 2 par jour, en faire 10 par jour ou ne pas en faire du tout. Et moi je pars du principe que si les deux parties sont contents, ça va. Et puis surtout en fait si tu veux, on pourra aborder cette question plus tard, mais sur la rémunération. Nous, aujourd'hui, c'est des rémunérations qui sont très intéressantes pour des gens du secteur. Ok. Et le troisième point sur lequel je voulais rebondir, et c'est plutôt une question que je te pose, nous on l'avait fait pour WeFlash, pour Ocus, tu avais vraiment une
une charte de conduite, des guidelines pour faire tes shootings. Le but était d'assurer un maximum de qualité. Donc, on faisait des entretiens réguliers avec eux. Et ensuite, il y avait, j'imagine qu'ils le font toujours, hein. On fait, d'ailleurs, je devrais parler au présent. Et on fait des enquêtes a posteriori. Comment est-ce que vous gérez la qualité? Donc, j'ai envie d'acheter un Defender au fin fond de la France. Je peux pas m'y rendre en plus parce qu'on est en confinement. Je passe par Trust2. Il y a un spécialiste, il y a un expert qui s'y rend. Comment est-ce que tu assures la qualité pour moi, pour éventuellement le vendeur, le revendeur, sur le service et la prestation? Bien sûr. Déjà, premièrement, la qualité, elle passe par, je vais utiliser un terme un peu fort, mais le matraquage de la satisfaction client dans ta valeur de société. Aujourd'hui, je pense que sur une partie de l'entretien qu'Étienne fait avec le spécialiste, il doit répéter à peu près 45 fois la satisfaction client. Si on n'en a pas, il n'y aura plus de clients. Donc en fait, il faut vraiment faire comprendre aux partenaires, parce que c'est des partenaires commerciaux qui travaillent avec nous, leur faire comprendre que sans satisfaction client, en fait, ils n'auront plus de clients. Et déjà, quand tu commences à partir là-dessus, les gens, t'arrives à leur faire comprendre que s'ils sont pas bons, s'ils gèrent pas à fond, que ce soit pour le client d'un point de vue courtoisie, d'un point de vue ponctualité, d'un point de vue professionnalisme, d'un point de vue rigueur, parce que pour remplir un rapport, faire des belles photos, il faut de la rigueur. Si tu leur fais comprendre que sans ça, ils auront pas de clients et du coup ils auront plus de mission, parce que c'est pas nous qui leur en donnerons plus, c'est juste que les clients ne viendront plus pour Trust2. Et c'est là-dessus en fait la clé du business. C'est de partager une valeur de rigueur, une valeur de confiance, une valeur de professionnalisme au sein du réseau. Ok, intéressant. Le matraquage de la satisfaction client, quoi. Ça, c'est essentiel. C'est vraiment, je peux le répéter ici, je le répète peut-être 15 fois par jour à tout le monde. Si on n'a pas un 5 étoiles, si on n'est pas recommandé, si le client ne sort pas avec des étoiles dans les yeux du service, c'est fini pour nous. Ça devient d'où, ça? De mes parents, je pense. De mes parents qui ont une société et qui m'ont toujours appris... Dans quel domaine? Bâtiment et paysagisme, rien à voir. Ok, rien à voir. Et mais ça vient d'eux. Ouais, ils m'ont toujours dit, le client, il a beau être bête, il a beau être méchant, il a beau être de mauvaise foi, il est roi. Il est roi et c'est lui en fait qui va t'apporter les autres clients. Donc même moi, je le vois parfois avec des clients qui sont de mauvaise foi ou autres, on arrive à choper un 5 étoiles parce que ça passe par tu fais le bon follow-up. Okay. Et puis surtout, tu as aussi l'écoute. Aujourd'hui, tu te rends compte que c'est beaucoup de psychologie. Moi, je m'intéresse beaucoup à la psychologie humaine. Et tu te rends compte que souvent, tu es le psychologue du client. En fait, tout ce qu'il fait quand il t'agresse, quand il s'énerve et autres, c'est des problèmes qu'il a en fait, qui ne sont pas les bons. Quand il rejette toute sa haine sur Trust2 ou sur... En fait, c'est quelqu'un qui ne va pas bien, qui est pas... Et donc, en fait, il faut être là pour l'accompagner et lui expliquer que Trust2, bah voilà, on est là pour l'aider, on n'est pas là pour l'embêter ou pour l'arnaquer. On est là pour l'aider. Et à partir du moment où tu pars de ce principe-là et que tu arrives à faire partager cette valeur, que ce soit par tes collaborateurs ou ton réseau, et que eux comprennent aussi, parce que ce qui est important, c'est que les spécialistes, parfois, ils se font aussi agresser par les clients méchants, par les clients de mauvaise foi. Et quand tu fais comprendre aux spécialistes, c'est pas grave, c'est pas à vous qu'il en veut, c'est à lui-même entre guillemets. C'est là la clé du truc. Ok, intéressant. Sur la construction de l'offre, hein, quand on est une place de marché bipartie voire tripartie dans certains cas, sur la construction de l'offre, je vous recommande aussi, chers auditeurs, un super épisode avec le Wilfried Granier, que j'ai enregistré à distance. J'aimerais bien le rencontrer en vrai parce que c'est un allumé, mais il parle un peu partout. Il avait le feu sacré, j'ai beaucoup aimé. Wilfried, si tu m'écoutes, il faudra d'ailleurs qu'on fasse un catch-up rapidement. Wilfried est le fondateur de Superprof. Et eux, ils ont grandi par la croissance externe à l'international. Donc, ils ont acquis... Donc, Superprof, pardon, c'est une place de marché de gens qui sont des profs de tout et n'importe quoi. Ça peut être des maths, de la guitare ou de la peinture. Et on se connecte pour prendre rendez-vous avec trouver un prof à proximité sur une expertise, un domaine, un truc qu'on a envie d'apprendre.
Et du coup, sa croissance, mais même en France d'ailleurs, mais aussi à l'international, ils sont 11 ou 12 millions de profs à date. C'est fait par de l'acquisition externe. Est-ce qu'il y a des acteurs en Europe ou est-ce que c'est un sujet sur lequel vous avez déjà auquel vous avez réfléchi? Alors, c'est marrant que tu parles de Superprof parce que je m'en suis beaucoup inspiré. C'est vraiment une plateforme en termes d'UX, d'UI qui m'avait beaucoup. C'est d'ailleurs, enfin, c'est marrant parce que quand je suis allé voir mon agence donc Dev en 2018, je suis arrivé avec le site de Superprof. J'ai dit je veux ça pour Trust2. Donc Ok, clair. c'est marrant qu'on en parle aujourd'hui. Par contre, j'ai pas tout à fait saisi quand tu parles de croissance externe. En fait, il y avait d'autres startups. Liste de diffusion, start-up, enfin c'était un peu varié, qui offraient qui avaient des bases de profs, tu vois, disponibles pour des pour faire des cours. Et en fait, c'est en passant par de la croissance externe. Alors c'est Wilfried, mais c'est aussi une autre boîte dont le nom m'échappe, mais qui avait abordé le sujet. Mais en gros, en rachetant des boîtes, ils achetaient des bases, quoi. D'accord, ok. Nous aujourd'hui, comme c'est un concept qui est, je pense, pas si innovant dans le fait que ça existait non commercialisé, mais c'est encore un peu jeune pour faire de l'acquisition externe. Moi, j'y crois beaucoup, mais là après, c'est un peu un rêve aux États-Unis en fait, parce que je pense qu'il y a moyen j'ai déjà sondé un peu le marché. Il y a pas mal de petites boîtes, petites structures qui pourraient être intéressants pour de l'acquisition externe. Aujourd'hui, au final, on fait de l'acquisition externe, si tu peux appeler ça comme ça, avec des auto-entreprises de mécaniciens à domicile. Entre guillemets, c'était leur métier aussi, mais pour nous, c'est de l'acquisition externe. Ok. Sur ce même sujet, un autre épisode qui était hyper intéressant, c'était avec Pierre-André, qui est le fondateur de Wikasa. Wikasa, c'est des services à domicile d'esthétique, massage, ménage, garde d'enfants. Toujours sur ce sujet de la place de marché de services d'humain-humain, quoi. Ok. Très bien. Sur cette croissance de l'offre, cette mise en place de l'offre, sur l'entretien de ces spécialistes et de ces experts, sur la qualité que tu leur demandes, la formation en amont, est-ce que tu as des apprentissages que tu peux nous partager? Alors, les apprentissages que j'ai, Est-ce qu'il y a eu des erreurs que vous avez faites? bien sûr, il y a eu des erreurs et il y en a parfois encore aujourd'hui. C'est que déjà sur notre business, quelqu'un qui est très bon techniquement et mécaniquement, ça peut être la perle rare, le touche-à-tout, qui sait démonter, remonter une voiture de A à Z en une journée, mais qui est très mauvais relationnellement. Et en fait, avec nos clients, ça marchera pas du tout. Parce que eux, ce qu'ils attendent, c'est un accompagnement humain, une discussion, un échange. Et en fait, tu as des personnes qui ne sont pas capables de faire ça. Vice-versa, tu as des personnes qui sont excellentes relationnellement parlant, qui peuvent te négocier 1 000 € sur le véhicule et autres, mais en fait, ils vont pas voir qu'un embrayage est usé. Et dans ce cas-là, il faut apprendre, et on a appris dans le recrutement à faire du scoring sur, OK, lui, on lui met combien sur 10 en mécanique, on lui met combien sur 10 en relationnel. S'il n'y a pas minimum 8 dans les deux, on prend pas. Ok, intéressant. On a parlé de l'offre. Maintenant, j'aimerais comprendre la demande. Donc, il y a 20 000 échanges de véhicules d'occasion en France sur les différentes plateformes. C'était ton analyse marché. 20 000 par jour, je ne me fais même pas le calcul, mais ça fait beaucoup par an. Ça fait 6 millions à peu près. 6 millions d'achats-ventes de véhicules d'occasion. Alors, 6 millions c'est 3 millions de véhicules? Alors, c'est 6 millions, C'est 6 millions de véhicules. De véhicules, oui. Ok, c'est ça. Donc, il y a Exactement. 6 millions d'achats, 6 millions de ventes. Comment est-ce qu'on attaque ce marché? Comment est-ce que vous avez fait chez Trust2 pour avoir 2300 inspections en l'espace d'un an? On a souffert. On a beaucoup souffert au début. Non, mais c'est intéressant d'en parler parce qu'aujourd'hui, en me retournant, moi, je vois toujours plus loin, donc je suis jamais assez content de ce qu'on fait, même aujourd'hui. Mais en fait, ça a été une galère pas possible. Pendant 6 mois, on appelait des gens sur Le Bon Coin, on faisait de la pub Facebook, et personne voulait. Et au début, on était à 80 € l'inspection. Aujourd'hui, on est à plus de 300 pour certaines. Et en fait, ça marchait pas. Ça marchait pas parce que les gens, ils étaient intéressés, il y avait un intérêt, mais en fait, ça convertissait pas parce qu'ils n'avaient pas confiance.
Et quand tu vends de la confiance, s'ils n'ont pas confiance, ils n'achètent pas. Donc, on a commencé à essayer avec des amis d'amis qui achetaient une voiture. Je m'en souviendrai toujours. Ma première cliente, et je la remercie aujourd'hui si elle écoute un jour, c'est Elvira Sanchez. C'était une cliente à Marseille qui recherchait une Fiat un peu particulière. Elle en avait trouvé une à Bordeaux, je crois. Et franchement, je pense que j'ai passé au total avec elle 10 heures au téléphone avant qu'elle paye 80 euros. Mais vraiment, c'est pas une blague. 10 heures à la rassurer. Au début, on faisait appeler le spécialiste gratuitement, enfin, je veux dire, sans qu'elle paye au début pour qu'il la rassure. Ça a été une galère. Aujourd'hui, je suis pas sûr que je le referai, hein. Honnêtement, c'est pour ça que c'est intéressant qu'on en parle. Ça a été très très long. Et petit à petit, tu prends un article de presse par-ci, tu prends un client par-là, avec qui tu as très bien réussi, qui te parle un peu de toi. Et ça s'est fait vraiment très doucement. Et après, tu commences à faire des partenariats avec des auto-écoles, avec des CE, avec voilà, petit à petit, l'oiseau fait son nid, et d'un coup, ça part. D'un coup, ça part parce que y a tout qui se. Tu saurais mettre le doigt. D'ailleurs, on parlera de légal un peu plus tard. Tu saurais mettre le doigt sur le d'un coup ça part. C'est une accumulation de plein de choses, je l'entends. Exactement. C'est vraiment la légitimité, de la valorisation, de la confiance, de la réassurance. Mais est-ce qu'à un moment, il y a un truc qui a quand même mis une étincelle à un moment? Capital, hein, il y a 2 mois. Ok. Capital sur M6 où là, on a littéralement explosé. En pratique, ça veut dire quoi exploser quand tu passes chez Capital? Tu passes d'un chiffre d'affaires qui oscille entre 15 000 et 22 000 par mois à 60 000 en gardant le même budget pub. Ok. Enfin, moi, j'appelle ça de l'explosion sur notre marché parce que c'est vraiment... on passe de 40, 50 inspections à plus de 250. Et là, en fait, on fait que de croître sans rien injecter de nouveau. En fait, un rien peut. Nous, ce qui nous manquait, et c'est toujours ce qui va nous manquer d'ailleurs, et ce qu'on va aller chercher, c'est la notoriété et que les gens nous connaissent. Parce qu'aujourd'hui, en fait, les gens connaissent pas ce service, et quand ils nous connaissent, et que ça se passe bien, ils mettent 5 étoiles. Et derrière, forcément, quand tu as 450 avis vérifiés sur Trustpilot, les gens, ils signent direct. C'est important pour vous les avis, hein, sur ton compte LinkedIn, sur le site, c'est partout mis en avant. Partout, parce que en fait, tu peux pas laisser place à un seul doute quand tu vends de la confiance. Et comme je le répète, ça vient avec la satisfaction client. Toi, tu peux t'as beau leur dire ce que tu veux. Mon service, il est génial. T'as beau être le meilleur commercial que tu veux. Le gars, il voit 450 avis sur Trustpilot au moment du paiement, il n'hésite pas une seconde. Ok. Les leviers en pratique que vous avez pu utiliser, donc des partenariats, j'ai entendu, hein, CE, auto-école, tout ça, ça favorise le bouche à oreille. Enfin, la qualité de service est peut-être le premier levier de croissance que vous avez. C'est ta conclusion. C'est ton enseignement. Tu me dis que vous avez testé les réseaux sociaux pour l'acquisition des experts. Est-ce que vous l'avez testé aussi pour les particuliers? Pour les particuliers, ça marche pas du tout, les réseaux sociaux. Ça marche pas du tout parce que tu peux pas vendre de la confiance. Enfin, en fait, c'est pas assez qualifié. C'est pas assez qualifié. Les gens comprennent pas très bien. Ça marche beaucoup en retargeting. Donc, si c'est des utilisateurs que tu as acquis par d'autres canaux et qui sont allés sur ton site et que tu retargetes ensuite, ça marche. Par contre, de l'acquisition froide sur Facebook et Instagram, aujourd'hui, nous, on a arrêté parce que ça fonctionne pas. Ok. Acquisition froide sur Facebook ou Instagram ne fonctionne pas dans ton domaine. Oui, dans mon domaine, pardon. C'est vraiment personnel. Après, je pense oui, bien sûr. Petit à petit, ça va sûrement se développer. On teste d'autres choses. On a plusieurs projets dont je peux pas encore parler aujourd'hui, mais on va y revenir. Mais en tout cas, nous, pour se lancer et pour se développer, ça n'a pas marché. Quels sont les leviers qui ont marché du coup, en dehors de ceux que j'ai cités avant? Les leviers qui ont beaucoup marché. Objectivement, vous avez besoin de notoriété. C'est ça, la presse. Vous commencez à être visible, vous avez un super score, de super avis. Tu as vu que Capital, donc une belle exposition, te permettait de convaincre des gens d'utiliser le service. Donc, quels sont les leviers sur lesquels tu peux accélérer si tu avais les fonds? Là, ça va être vraiment de la pub média, donc que ce soit radio ou TV. Et également tout ce qui va être presse,
tout ce qui va être publi rédactionnel et autres, où en fait, bah, ça te crée de la notoriété. Mais encore une fois, t'as beau avoir tout l'argent que tu veux, notre canal d'acquisition principal, c'est le bouche à oreille. Il n'y a rien de plus beau qu'un Eric Grovello qui est passé par nous. Donc Eric Grovello, en fait, c'est le DG de Lactalis Beurre et Crème. Donc c'est quelqu'un quand même voilà, d'assez respecté dans le business, je pense. Et en fait, t'as rien de plus beau qu'un gars comme ça qui passe par toi pour acheter un véhicule et qui te rappelle derrière et qui te dit écoutez, continuez, foncez, votre business il est incroyable, j'en parle partout autour de moi. Et ça, en fait, ça c'est la meilleure pub parce que derrière, ça te débloque tout. Je suis en train de me dire que de la pub ou un partenariat avec Le Bon Coin, la centrale, peut être aussi un super vecteur. Bah, en fait, là, tu mets le doigt sur quelque chose d'hyper intéressant, c'est que récemment, on a signé un partenariat avec Paru Vendu. Donc, si tu vas voir sur le site Paru Vendu, on est sur toutes les annonces de véhicules. Il y a un petit bouton inspecter ce véhicule par Trust2. Et aujourd'hui, ça fait 2 mois qu'on l'a lancé et on commence à avoir des retours. En fait, c'est très long parce qu'il faut être vu plusieurs fois, il faut que les gens comprennent, parce que même si c'est quelque chose qui peut paraître simple, en fait, c'est nouveau. Et quand quelqu'un voit quelque chose de nouveau, déjà, il est un peu, ça l'angoisse. Donc, peu à peu, il le revoit. Et en fait, là, on commence à avoir pas mal de personnes de Paru Vendu qui nous appellent. Ah, votre concept est sympa, vous pouvez m'expliquer, etc. Donc, c'est beaucoup de boulot, hein. Nous, on passe vraiment des journées au téléphone. Donc, les commerciaux ou moi le week-end, parce qu'on travaille 7 jours sur 7. Et du coup, voilà, c'est du lead nurturing, d'expliquer, de parler avec les gens. Et petit à petit, tu as des groupes comme Le Bon Coin qui commencent à regarder ce qu'on fait et à potentiellement vouloir travailler avec nous plus tard. Je sais pas si on les a donnés, mais j'ai quand même donné les gammes de prix. Hein. On est entre, c'est quelques centaines d'euros, c'est ça ? Oui, alors, la taille du véhicule. On est entre 199 € et 399, sachant que 399 c'est pour de la Maserati, de la Ferrari, donc c'est vraiment haut de gamme. Et 199, ça va être pour une Clio, une Twingo, une citadine. Ok. Je suis en train de me demander si tu vois, quand tu achètes une Ferrari, alors je n'ai jamais acheté de Ferrari, mais quand tu achètes, je sais pas, une Porsche à 100 000 balles, dépenser 400 € pour la faire expertiser, ça me semble cohérent. Quand tu achètes une Clio à 2500, 3000, 4000 balles, le ratio est du coup beaucoup plus... Oui. Je sais pas, je réfléchissais au... Non, mais en fait, c'est une bonne question, mais quelle est la probabilité sur une Clio de 3-4 000 balles de te faire arnaquer par rapport à la probabilité de te faire arnaquer sur une Maserati ? Ouais. En fait, la clé, elle est là. Et c'est qu'aujourd'hui, tous les jours, là, on a des clients. Hier, on a fait une grande première. Une cliente, 900 € de budget, elle a pris une inspection à 200 €. Parce qu'en fait, les gens, ils comprennent et ils sont prêts à dépenser 200 €, quitte à les perdre potentiellement, mais que de dépenser 1000 ou 2000 € et à les perdre aussi, en fait, tout simplement. Donc, nous, si tu veux, c'est simple, c'est que on peut pas casser les prix, parce que si on casse les prix, on dévalorise l'offre et du coup, les spécialistes font moins bien leur job, nous, on le fait moins bien aussi, parce que bon, derrière, on est quand même une société, c'est pas une association, donc on a pour but une rentabilité comme tout le monde. Et si on dévalorise le service pour des petits véhicules, on va perdre en qualité, perdre en image de marque, perdre en satisfaction, et tout va s'écrouler. Je continue sur la demande, donc principalement voilà, bouche à oreille, partenariat avec des gros acteurs évidemment qui peuvent vous mettre en avant, l'importance de la qualité de service et du coup des notes et du NPS ou en tout cas des avis sur Trustpilot pour de la réassurance client. Il y a un enjeu sur ce domaine, c'est que sur ton secteur, c'est que j'achète pas de voiture tous les jours, j'achète des voitures, je sais pas, c'est quoi la moyenne en France, tous les 4 ans ? Tous les 5 ans. Tous les 5 ans. Tous les 5 ans à peu près. Et comme tu dis, le vrai enjeu, c'est qu'on n'a pas de récurrence. Exactement. Il n'y a pas de récurrence client. Quoique, ça c'était... Enfin, on en parlera si tu veux après sur les investisseurs qui croyaient pas du tout au projet il y a 1 an, qui parlaient de la récurrence client. Au final, aujourd'hui, on se rend compte qu'il y en a quand même parce qu'au final, dans cette moyenne des 5 ans, en fait, t'en as qui changent tous les 6 mois. Et quand ça se passe bien avec eux, oui, c'est sûr, c'est pas un client toutes les semaines, mais tous les 6 mois, ça commence à devenir intéressant. Donc, si tu as un client qui vient tous les 6 mois dépenser 300 € chez toi, un client à 600 € par an, exactement. c'est bien. Hein, c'est exactement ça. Et le marché est tellement gros
que sur les 20 000, il suffit que tu en aies même 200 qui font de l'achat de véhicules, les 20 000 par jour, je veux dire, qui font de l'achat du véhicule tous les 6 mois. À 200 fois 600, tu fais le calcul, c'est pas dégueu. Et puis surtout, c'est de l'acquisition gratuite. Alors, tu l'as soufflé à demi-mot. Vous étiez auto-financé, jusqu'à présent, et vous allez conclure, vous êtes en train de lever des fonds? Alors oui, alors du coup, on est en train de lever des fonds, mais ça va être annoncé très prochainement, donc je préfère pas qu'on l'annonce là. Enfin, après, je sais pas quand est-ce que va sortir cet épisode, mais Ça sortira dans les jours qui viennent. voilà, donc on va peut-être attendre avant de dévoiler ça. Mais oui, on a clôturé une levée de fonds et ça va être annoncé début de semaine prochaine, donc mi-avril. Ok, on a parlé de l'offre, on a parlé de la demande, parlons de la rencontre des deux. En pratique, comment ça se passe? Je vois un véhicule en ligne sur Le Bon Coin, La Centrale ou ailleurs, paru vendu. Je m'inscris sur Trust2. Il se passe quoi ensuite? Exactement, tu t'inscris avec du coup ta demande, les informations sur le véhicule, la localisation et éventuellement une date souhaitée. Après, ce qui se passe, c'est que nous, on te rappelle en interne, donc on a des commerciaux qui t'accompagnent dans ta démarche. On te propose un spécialiste disponible, on te fait réserver en ligne. À partir de ce moment-là, le spécialiste t'appelle, prend en compte tes besoins, répond à tes questions, parce que tu en as sûrement, et ensuite s'occupe d'appeler le vendeur pour organiser la visite du véhicule, l'expertise. Il se rend sur place, il effectue son expertise, il remplit son rapport, il te fait un retour à chaud au téléphone, ensuite t'envoie le rapport donc par mail de 10 pages sur les 200 points de contrôle, le dossier photo, et la cerise sur le gâteau, il t'a négocié le prix. Il l'a négocié en direct? Comment ça se passe, la négo? Ça dépend. Pour les Il me conseille un prix ou il l'a négocié pour moi? C'est une très bonne question. Il y a deux cas de figure. Le premier cas, c'est que tu connais rien du tout et t'es pas bon en négociation. Dans ce cas, c'est lui qui va le faire. Et si par contre, tu t'y connais un peu et que voilà, tu sais très bien que les négos, ça peut être complexe, tu lui demandes les leviers de négociation à lui et c'est toi qui le fais. Ok. Un véhicule intéressant, il y a pas forcément de la demande. Tu payes à quel moment? Alors, en fait, c'est simple. Nous, tu payes au moment de la mise en relation, donc juste avant d'être mis en relation. Mais par contre, bien évidemment, tu vas me dire, Maxence, si la visite se fait pas. Voilà, si j'ai payé et que le vendeur me fait un mauvais coup, que le véhicule se vend. Il y a deux solutions. Soit tu gardes ton crédit d'inspection, donc illimité dans le temps partout en France, jusqu'à ce que tu retrouves un véhicule. Soit on prend 50 € de frais de dossier parce que il y a la transaction qui nous coûte de l'argent et également le spécialiste qu'on a dérangé qui a appelé le vendeur. Voilà, tu as des frais de dossier. Donc au dernier moment, j'ai quand même intérêt à vérifier si la voiture est toujours disponible. C'est l'idée. Disons que ça n'a aucun intérêt de. Ouais, après, ça n'a aucun intérêt de nous appeler si tu n'as pas du tout appelé le vendeur. Pour le coup, ça c'est pas très logique. Ouais. D'un point de vue légal, quels sont les engagements, quelle est la responsabilité de Trust2? Oui, alors donc ça c'est une très bonne question parce que c'était des questions même au niveau des investisseurs qu'on nous posait beaucoup. Déjà, il faut savoir qu'aujourd'hui toutes nos inspections Trust2, elles sont garanties 3 mois. Donc en fait, on a un partenaire qui nous accompagne et donc quand tu passes par nous, que tu achètes le véhicule parce que le spécialiste l'a validé, tu as une garantie coup de pouce qu'on appelle et elle te permet donc d'avoir accès à un support technique qui fait les comparatifs de devis. Par exemple, si tu as une réparation à faire dans les 3 mois, parce qu'il faut savoir que les garagistes, ils aiment beaucoup dire aux gens qui n'y connaissent rien, ah, il y a ça et ça à changer, vous vous êtes fait avoir, alors qu'en fait, c'est juste pour faire du chiffre. Mmh. Et ensuite, on a toute la partie prise en compte des réparations. On prend jusqu'à 1 600 € de réparation en compte. Donc ça reste quand même intéressant. Et après, tu as le cas de figure où nous, on s'est trompé sur le rapport. Donc dans ces cas-là, il y a soit la garantie qui joue, soit Trust2 qui prend en charge les réparations. Ou alors, si c'est par exemple vraiment le coup de pas de bol, un injecteur qui lâche, un turbo qui lâche au bout de 2 mois, et voilà, ça peut arriver. On est sur un marché qui n'est pas une science exacte, où là, pour le coup, on démonte pas le moteur, donc c'est compliqué à cerner. Et dans ce cas-là, on a également en interne un accompagnement juridique pour prôner le vice caché et se faire accompagner par un expert là d'assurance pour se faire rembourser par le vendeur. Et du coup, j'étais loin du micro. Trust2 a dû trouver un partenaire. Oui, on travaille avec experts, donc BCA Expertise, qu'on aime bien et qui d'ailleurs ont un service d'expertise aussi avant achat, mais
voilà, on travaille plutôt ensemble parce qu'eux, ils sont plutôt axés sur... Enfin, eux, leur vrai business, c'est l'expertise d'assurance et d'accidents, de vices cachés et autres. Et donc, nous, on leur apporte des leads sur ça et eux, parfois, nous apportent des leads sur des clients qu'ils ne peuvent pas réaliser en particulier. Top, top. Avec 2300 inspections, il est peut-être encore un peu tôt pour tirer des grands enseignements, mais est-ce que les clients ont plutôt tendance à les faire expertiser une voiture qui est à l'autre bout de la France ou à proximité parce qu'ils ont... Si, on peut déjà tirer des conclusions Ouais. sur ça, c'est très intéressant. Au final, on pensait que le service, il allait vraiment être utile pour les gens qui n'y connaissent rien et qui ont vu un véhicule et qui souhaitent faire accompagner sur place. Alors qu'en fait, dû au contexte actuel économique et autres, on se rend compte que 70% de nos clients, c'est des gens qui ont vu un véhicule à distance. 70% des gens on achète un véhicule à distance. Exactement. Ok, intéressant. Cool, écoute, c'est passionnant, félicitations. Alors la valeur n'attend pas le nombre des années évidemment, mais merci à toi, c'est gentil. 23 ans et surtout projet en parallèle des études, c'est top. Tu me disais en plus en préparant cet entretien que tu n'es même pas encore diplômé. C'est ça. Alors en fait, tu as validé tous tes crédits, mais tu n'as pas encore le diplôme, quoi. C'est ça. Par contre, j'ai 25 ans, j'ai lancé il y a 2 ans. Oui, alors tu as 23. Mais là, voilà, aujourd'hui, enfin, je préfère le dire quand même, aujourd'hui, j'ai 25 ans. Ouais. Je suis encore étudiant officiellement, c'est-à-dire que j'ai validé mes crédits, mais j'ai toujours pas ma casquette EM Lyon et mon diplôme. Donc ça va se régler dans les prochains mois, mais c'est vrai que je suis toujours étudiant entrepreneur. Pour conclure, parle-moi un peu des outils que vous utilisez, dont tu peux pas te passer sur la partie site digital, Transac et éventuellement Orga et Ops. Alors, les outils... Vous utilisez Crisp, hein, je vois sur le... C'est ça, on utilise Crisp, le chat en ligne. Alors après, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas trop ma partie, tout ça, tous ces outils. Moi, je suis pas très informatique, je connais pas grand-chose. Moi, je suis plutôt business et financier. Mais on utilise donc beaucoup d'outils en SEO pour le référencement naturel. Okay. Des choses comme cocon.se, Your Text Guru. Qu'est-ce qu'on a utilisé d'autre? Alors, tu me poses une colle parce que c'est pas trop mon ouais, non, mais enfin voilà, en SEO, je sais qu'on utilise ça. Ensuite, nous, on a un CRM incrusté dans notre plateforme. Donc pour le coup, voilà, vu qu'en plus nous on vend pas, tu sais, de l'abonnement en B2B ou autre. Au final, le client, quand il veut vraiment, il nous appelle, quoi. Enfin, c'est pas, il y a moins besoin de CRM ou de relancer que sur des business en SaaS ou autre. Donc nous, le CRM, c'est quelque chose qu'on a pu internaliser sur le site, enfin sur notre admin. Ensuite, qu'est-ce qu'on utilise comme outil? Moi, j'utilise beaucoup LinkedIn aussi, que ce soit pour des partenariats, pour de la presse. Voilà, mais c'est à peu près tout. Okay, je dois dire que moi, je suis pas un fan d'outils digitaux. C'est marrant, pourquoi? Je sais pas. Je trouve qu'il y a rien de mieux qu'un coup de téléphone ou qu'un mail bien rédigé. Au final, il y a beaucoup de boîtes. On en parle beaucoup en ce moment de l'Emlist, etc. Moi, j'avais regardé un peu pour notre business et c'est vrai qu'en l'occurrence, en B2C, c'est pas très intéressant. Après, ça l'est sûrement en B2B. Mais ces histoires de mails personnalisés, voilà, je respecte et je trouve que c'est incroyable comme business. Mais moi, je sais pas, je suis pas fan. Pour moi, c'est ce que je dis à tout le monde aussi en interne. Rien ne vaut mieux qu'un bon coup de téléphone, un bon rendez-vous. Voilà, je sais pas, je suis peut-être pas, c'est marrant parce que j'ai 25 ans et c'est plutôt du coup de ma génération, mais je suis un peu l'ancienne école sur ça, c'est vrai. Je te remercie infiniment, c'était passionnant, c'est un beau début. Je pense que je vais être client. J'ai failli l'être la semaine dernière et il y a 2 semaines, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, mais j'ai d'autres véhicules en vue et qui sont loin et surtout, moi je suis pas un expert et je sais pas si regarder s'il y a voilà, je sais pas, une transmission, un pont, j'en sais rien. Bien sûr. Je ne suis que sur l'esthétique. Donc, je trouve le service intéressant. Je vous souhaite bonne chance. Merci Maxence pour ton temps. Merci à toi Laurent. C'était super sympa de m'inviter, d'inviter du coup l'équipe Trust2 plus globalement. Quel objectif pour 2021 ? Alors l'objectif pour 2021, donc c'est la clôture de cette levée de fonds qu'on va annoncer. Donc on a fini à peu près 200 000 € en 2020. Là, on est déjà à plus de 300 000. Ce serait l'objectif de viser 1 million de volume d'affaires pour cette année et aux alentours de 3 millions pour 2022. Une question que je t'ai pas posée, pardon, il est un peu tard, mais comment est-ce que vous répartissez les fonds ? Quelle commission prend Trust2 ? Oui, alors en fait, Trust2 prend entre 60 et 70% du montant.
Donc sur 199 €, nous, on va prendre entre 110 et 130, ça dépend de la localisation. Et ça va être, d'une part, on prend un gros montant parce qu'il n'y a pas de récurrence client dans ce business. Donc, c'est pas comme si on prenait 70% à chaque fois. Et d'autre part, parce que en fait, le coût d'acquisition d'un client particulier vaut très cher. Or, aujourd'hui, on n'a pas de levier en B2B, donc on peut pas se permettre de. Enfin, en fait, c'est uniquement une question de rentabilité. En fait, c'est le calcul, c'est fait comme ça. Ok. Éventuellement, ça peut changer avec le volume. Exactement. En fait, ça va. Plus on va avoir de clients. D'ailleurs, là, on a déjà un peu augmenté nos référents. Plus on va avoir de clients et plus on va pouvoir dégager une rentabilité, plus on va pouvoir justement mieux rémunérer nos partenaires et du coup, forcément, gagner en qualité. Maxence, merci infiniment. Chers auditeurs, j'espère que cet épisode vous a plu. Trustoo, trustoo.fr. Et je vous dis à très bientôt. Salut Maxence. Salut Laurent, merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode du panier. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, et même si ce n'est pas le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Parlez-en autour de vous et laissez-moi un commentaire sympathique sur Apple Podcast. C'est ce qui m'aide le plus à remonter dans les classements. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos contacts dans le business. Chaque nouvel auditeur intéressé est une victoire. Si vous avez besoin d'un accompagnement tech et créatif, que ce soit pour votre site internet, votre stratégie de contenu ou d'inbound marketing, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse lepanier@cosavostra.com. À bientôt.